Quel prof a réussi à perdre tout le respect de ses élèves en une seule journée? J'étais en plein examen national d'espagnol quand mon téléphone s'est mis à sonner. C'était l'hospice où ma mère résidait. Votre mère est en train de décliner très vite. Il ne lui reste sans doute qu'une trentaine de minutes, tout au plus. L'hospice était à 20 minutes à pied, 10 si je courais. Madame Wexler n'a même pas levé les yeux de sa tablette. Pas de téléphone pendant les examens officiels, sinon c'est l'échec direct. Non, vous ne comprenez pas. Ma mère est en train de mourir. Votre mère est malade depuis des mois, non? Quel hasard que cela tombe pile le jour du test. Elle m'a arraché mon portable et l'a enfermé dans son tiroir. Je voyais défiler les minutes. 28. Isabella, ma meilleure amie, a accouru vers la prof. « Laissez-le partir, je vous en supplie !» Madame Wexler s'est plantée devant la porte, impassible comme un vigile. Quiconque l'aide à sortir sera signalé pour triche. À travers les fentes de mon bureau, j'apercevais la lumière du téléphone qui crépitait sous la pluie de messages. « Dépêche-toi, il ne reste plus beaucoup de temps. » Soudain, la voix du proviseur a grésillé dans l'interphone. « Merci de faire venir Archie Smith au bureau. Il y a une urgence familiale. » J'ai cru sentir mon cœur bondir dans ma poitrine. Mais Madame Wexler s'est avancée jusqu'à l'interphone et a appuyé sur le bouton. Ils se trompent à l'hospice. Cette élève passe un examen. Puis elle m'a jeté un regard froid comme la glace. « T'inquiète pas, elle s'est sans doute habituée à tes déceptions avec le temps. » Cette phrase m'a coupé le souffle. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. La panique est montée. 18 minutes. D'un coup, Anthony, d'ordinaire si discret, s'est levé. Sa mère est la seule adulte à avoir pensé à fêter mon anniversaire. Je n'avais jamais eu de gâteau avant. Laissez-le lui dire au revoir, je vous en prie. Assieds-toi, Anthony. Il a baissé les yeux, abattu, puis s'est rassis. Madame Wexler a baladé son regard sur la classe, cherchant du regard la moindre tentative de rébellion. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Elle s'est tournée vers moi, affichant un petit sourire méchant. Je parie même qu'elle n'est pas malade. Elle veut juste attirer l'attention, comme toi. Puis, elle a pianoté sur le thermostat. Mode confinement d'urgence enclenché. Un bip, et la porte s'est verrouillée. Nous voilà enfermés. 15 minutes. J'aurais encore pu y arriver en courant à perdre haleine. Je sentais ma poitrine brûler. Chaque battement de cœur était une douleur. Il fait une crise de panique, a lancé quelqu'un. Maya, l'élève qui bégayait, pleurait comme jamais. Quand tout le monde se moquait de moi, sa maman m'a appris à respirer. Tous les jours. Elle le faisait gratuitement. Madame Wexler s'est levée. Peut-être qu'Archie devrait passer moins de temps à l'hospice et bosser un peu plus. Il n'aurait pas besoin d'inventer des urgences. Ma montre a vibré. Alerte du moniteur cardiaque de maman. Constante en chute libre. 12 minutes. Si je donnais tout. Je me suis retrouvé à genoux, suffocant. « Je vous en supplie, elle va mourir !» Le téléphone de la salle s'est mis à sonner. « Allô? Ici le lycée d'Archie Smith? Sa mère est... » Bip. Madame Wexler a arraché la prise du téléphone avant la fin. « C'est dingue! L'hospice arrive toujours à appeler les jours des examens. » Ellie, la fille toute timide au bleu qu'on devine, s'est levée en tremblant. Pour une fois, elle m'a écouté. Elle m'a sauvé. Elle ne jouerait jamais la comédie. S'il vous plaît. Madame Wexler s'est tournée vers moi, pleine de venin. « Oh, c'est donc cette mère qui m'a posé problème le mois dernier. Appelons ça le karma. Voilà, c'est fait. » 8 minutes. Mes jambes m'ont lâché. J'ai rampé jusqu'à la porte. Et là, Ashley, l'élève modèle, la seule jamais sanctionnée, est montée sur sa table. « J'ai quelque chose à avouer. » Madame Wexler s'est figée. « Ashley, qu'est-ce que tu racontes? J'ai triché à tous les contrôles. J'ai volé les corrigés. J'ai piraté votre ordinateur. Quoi? Allez voir sur votre ordi. Tout y est. » Madame Wexler s'est précipitée vers son ordinateur, laissant la porte un instant sans surveillance. Ashley m'a attrapé le bras. « La fenêtre! Vite !» Toute la classe s'est déchaînée. Certains tapèrent sur les tables, d'autres criaient des aveux bidons. Les mains tremblantes, j'ai saisi une chaise, brisé la vitre, me suis glissé dehors malgré le sang. Je me suis effondré de l'autre côté et j'ai couru. 6 minutes. Je courais sans m'arrêter, la gorge en feu, le cœur prêt à exploser. À l'hospice, chambre 119, j'ai retrouvé maman, minuscule, si pâle dans son lit. Quand je suis entré, hors d'haleine, les mains en sang, elle a entrouvert les yeux. « Maman, je t'aime. Je suis tellement désolée, Elle a serré ma main de toutes ses forces et murmuré. Je me suis penché. « Je t'aime. » Ses lèvres ont formé un toit, mais il n'y avait plus de son. Sa main m'a glissé entre les doigts. 5 minutes plus tard, toute la classe est arrivée en trombe. Ils avaient couru derrière moi. Anthony s'est effondré à genoux. Isabella tremblait de colère. Même le rigolo du groupe avait les larmes aux yeux. Madame Wexler venait de me voler les derniers mots de ma mère. On savait tous ce qu'il allait désormais se passer. Personne n'a bougé. On est resté là sans un mot, dans la chambre, entouré par le silence des machines qui bipaient dans le vide. Isabella m'a serré la main si fort que ça m'en a presque fait mal. Mais je n'ai rien dit. Cette douleur-là me rappelait que j'étais encore vivant, malgré l'engourdissement qui montait en moi. Anthony s'est effondré près du lit, submergé par des sanglots qui faisaient trembler tout son corps. L'infirmière de l'hospice s'est entrée tout doucement, a vérifié le pouls de maman, même si tout le monde avait compris, puis elle a noté quelque chose sur sa tablette.
Décès à 15h47. Elle m'a lancé un regard d'une infinie tristesse avant de me tendre sa tablette. Toutes les tentatives pour joindre le lycée, la première à 15h17, pile 30 minutes plus tôt, comme promis. Ce chiffre s'est imprimé à jamais dans ma mémoire, car Madame Wexler savait exactement ce qu'elle faisait en verrouillant la porte. Mon portable, retrouvé, s'est mis à vibrer frénétiquement. 12 messages du personnel, principalement pour dire que le concierge avait déjà alerté l'agent web à cause de la fenêtre brisée et qu'il allait venir tirer ça au clair. Ma poitrine s'est de nouveau serrée, mais cette fois, ce n'était pas la panique. C'était glacé, implacable, et mes mains tremblaient pour une toute autre raison. Isabella a attrapé mon téléphone sans rien dire et a commencé à tout enregistrer, prenant des captures d'écran des messages, des horaires, même des appels manqués de l'hospice qui étaient apparus après que Madame Wexler m'ait confisqué mon portable. Peu à peu, d'autres élèves sont arrivés à l'hospice. Au début, une poignée, puis de plus en plus, jusqu'à ce que le couloir se remplisse de monde. Certains pleuraient en silence, d'autres restaient pétrifiés, complètement sonnés. J'ai entendu quelqu'un prononcer le nom de Madame Wexler avec un tel mépris que j'en ai sursauté. Anthony n'avait toujours pas quitté le chevet de maman. Il murmurait « merci » encore et encore, comme s'il croyait vraiment qu'elle pouvait toujours l'entendre. Mon téléphone a vibré, le nom d'Amy Gordon s'est affiché, mais je n'avais aucune énergie pour discuter avec quelqu'un d'officiel. Alors j'ai laissé l'appel filer vers la messagerie. Son message était mesuré, très formel, affirmant qu'elle avait appris ce qui s'était passé et qu'elle souhaitait aider, mais dans sa voix, j'ai perçu autre chose, sans savoir si c'était de la culpabilité ou de l'inquiétude vis-à-vis de ce que cela impliquerait pour l'école. Tout semblait se dérouler à la fois à toute vitesse et au ralenti, comme si j'étais immergé sous l'eau, regardant la vie continuer à la surface. Puis le proviseur a appelé. Sa voix, posée et pleine de précautions, filtrait à travers le haut-parleur, me demandant de venir le lendemain pour faire une déclaration sur l'incident. Sa façon d'employer ce mot « incident » plutôt que de nommer les choses m'a fait bouillir de rage. Une colère terrible m'est montée et j'ai failli balancer mon téléphone contre le mur, mais Isabella l'a intercepté juste à temps. Elle me connaissait par cœur. Elle savait parfaitement que je finirais par regretter de l'avoir cassé, surtout si ces messages pouvaient en me servir de preuve. On était resté encore 1 heure dans l'atmosphère étouffante de l'hospice, tandis que les gens allaient et venaient, certains déposant à la va-vite des fleurs achetées en bas, d'autres se tenant là, désemparés, ne sachant même pas quoi faire de leurs mains. Quand on a fini par sortir et traverser le parking, Ashley m'a discrètement attiré à l'écart, dans un coin à l'abri des regards. Son visage était blême, inquiet, quand elle m'a avoué à demi-mot qu'elle avait inventé toute son histoire d'infidélité uniquement pour me donner une excuse et m'offrir une porte de sortie. Elle se tordait nerveusement les mains et répétait, la voix tremblante, qu'elle risquait l'exclusion, mais qu'elle recommencerait sans hésiter. Je ne savais absolument pas quoi lui répondre. Une partie de moi aurait voulu la remercier, mais une autre lui reprochait d'avoir risqué son avenir pour moi. Entre-temps, Isabella avait déjà lancé un groupe de discussion sur le parking et invité tout le monde à écrire pendant que les souvenirs étaient encore clairs. En moins d'1 heure, 17 messages m'étaient parvenus, tous racontant à peu près la même chose sur le fait que Mademoiselle Wexler nous avait enfermés et qu'elle avait ignoré à dessein les appels de l'hospice. Celui de Maya était le plus poignant. Elle écrivait exactement comme elle parle, hésitation comprise, et racontait comment maman l'avait prise sous son aile quand tout le monde l'ignorait. Les familles d'accueil sont arrivées pour récupérer Anthony, mais il refusait de partir, s'accrochant de toutes ses forces. Ils ont presque dû le traîner jusqu'à leur voiture, lui qui se retournait sans cesse vers l'entrée de l'hospice. Le soir, je me suis retrouvée seule dans la chambre de maman, entourée de toutes ces affaires que l'hospice m'avait confiées dans un banal sac en plastique. Son pull préféré portait encore son parfum de lavande, et en le serrant contre mon visage, j'ai cru un instant qu'elle allait apparaître à mes côtés. Les mots inachevés qu'elle n'avait pas eu la force de prononcer tournaient sans fin dans ma tête. Ce « tu » silencieux que ses lèvres dessinaient sans parvenir à l'articuler. J'ai replié son pull avec soin. Je l'ai rangé dans le sac avec ses lunettes et son livre inachevé. Puis, vers 20h, presque toute la classe s'est retrouvée devant chez moi, sans qu'on se soit consulté, juste unis par le besoin d'être ensemble. On a arpenté le quartier sans parler, marchant côte à côte dans la nuit, histoire de ne pas se retrouver seul. Il y avait quelque chose de louche dans la réaction de Mademoiselle Wexler. On aurait dit qu'elle avait prévu ce qui allait se passer, comme si elle savait d'avance que l'hospice appellerait en plein examen. Le fait qu'elle ait aussitôt trouvé le prétexte pratique et qu'elle ait menti à l'interphone en prétendant à une erreur me travaille. Qu'est-ce qui peut bien la pousser à agir ainsi ? Les voisins sont sortis, jeter un œil en silence, certains saluant maman pour tous les enfants qu'elle avait épaulés,
Madame Baker, tout au bout de la rue, est venue avec un plat recouvert de papier aluminium. Elle ne m'a rien dit et m'a simplement serré dans ses bras si fort que j'ai fondu en larmes, alors que je pensais ne plus pouvoir pleurer. À l'intérieur, mon téléphone débordait de notifications. Quand j'ai regardé, il y avait déjà 50 messages de lycéens. Isabella passait l'après-midi à m'envoyer des captures des réseaux sociaux, entre Instagram et TikTok, où les réactions fusaient. Certains traitaient Mademoiselle Wexler de monstre et réclamaient qu'elle soit punie, alors que d'autres juraient que toute cette histoire était inventée de toutes pièces pour faire du buzz. Toute la nuit, Isabella s'évertuait à remettre les pendules à l'heure et à recadrer les versions, tandis que des élèves qui n'avaient rien vu inventaient déjà d'autres rumeurs. J'ai reçu un mail d'Yvette Mendoza, qui se présentait comme enquêtrice pour l'académie, demandant à me rencontrer dès le lendemain au sujet de l'incident. Son ton froid et administratif a rendu la chose encore plus grave. Je l'ai transféré à Isabella qui, à ce stade, gérait tout à ma place. Presque aussitôt est arrivé un autre mail du service des examens. L'épreuve d'espagnol était officiellement déclarée compromise à cause de l'évacuation et tous les présents allaient devoir s'expliquer dans le cadre d'une enquête. J'avais l'impression que tout mon avenir s'écroulait en même temps que le reste, et rien que de penser aux inscriptions à la fac devenait insurmontable. Le téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était l'agent web du commissariat qui voulait que je vienne déposer plainte pour la vitre brisée et les dégradations. Sa façon de me parler donnait presque l'impression que j'étais une délinquante venue vandaliser le lycée, alors que je n'étais qu'une gamine qui voulait revoir sa mère une dernière fois, et je me suis remise à trembler de la tête aux pieds. Isabella m'a appelé tout de suite après pour m'expliquer qu'Amy Gordon l'avait contactée à propos du témoignage d'Ellie, en précisant qu'elle était légalement obligée de signaler le moindre soupçon de maltraitance à l'aide sociale à l'enfance. On savait tous qu'Ellie avait une situation compliquée avec ses bleus que tout le monde voyait, mais le fait que ça devienne soudain officiel me donnait l'impression d'avoir échoué là où maman aurait aussitôt pris les choses en main. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée à remplir un tas de papiers pour l'hospice, assise à la table de la cuisine à signer des formulaires où l'heure du décès me sautait aux yeux, bien noir sur blanc. L'assistante de l'hospice a été adorable. Elle a confirmé qu'on avait bien les traces des 2 appels faits au lycée, ce qui prouvait notre honnêteté, mais ça ne changeait rien à la douleur ressentie. Le lendemain matin n'a été qu'une épreuve de plus. Il a fallu retourner au lycée, et en entrant dans la salle de Mademoiselle Wexler, il y avait une remplaçante visiblement mal à l'aise, installée à son bureau, pendant que tout le monde murmurait. Traverser les couloirs était insupportable. Je ne savais plus si on me dévisageait par pitié ou simplement parce que j'étais devenue la fille de l'histoire virale. J'ai gardé la tête baissée, essayant tant bien que mal d'enchaîner les cours sans craquer. Amy Gordon nous a convoqués dans son bureau au 3e cours, prétextant une réunion de soutien. Et c'est là qu'Anthony, étonnamment, s'est mis à parler des phrases entières qui m'ont marqué. Il a raconté que maman était la seule adulte à lui avoir vraiment montré qu'il comptait, qu'elle se rappelait de détails sur lui que même ses familles d'accueil avaient oubliés. On a tous fondu en larmes à la fin, surtout quand Maya a expliqué tout ce que maman faisait pour l'aider chaque jour après l'école avec son bégaiement, sans rien attendre en retour. Pendant la 4e heure, le proviseur a rassemblé tout le monde en salle polyvalente pour expliquer l'incident d'hier ainsi que les procédures d'urgence, mais il n'a jamais évoqué la mort de maman, ni le fait que Madame Wexler nous avait enfermés. Sa manière très propre, très officielle, presque aseptisée de présenter les choses, comme s'il ne s'agissait que d'un exercice qui aurait mal tourné, m'a rendu folle de rage. J'ai dû quitter l'auditorium avant de perdre mon sang-froid. À midi, je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris un ordinateur, et avec l'aide d'Isabella, on a rédigé et envoyé une plainte officielle sur le portail du district, avec tous les horaires et détails précis. Ashley est venue ajouter son témoignage, expliquant comment elle avait menti pour distraire Madame Wexler, prenant toute la responsabilité pour la fausse accusation de triche, même si tout ce qu'elle avait voulu, c'était m'aider. La documentaliste, étonnée de nous voir agglutinés autour d'un seul ordi, nous lançait quelques coups d'œil, mais en voyant nos larmes, elle a préféré ne rien dire. Cet après-midi-là, d'autres élèves ont commencé à raconter à leur tour ce qu'ils avaient subi avec Madame Wexler. Des années de remarques blessantes ou d'abus, mais jamais personne n'avait osé parler ouvertement auparavant. Une fille nous a confié que Madame Wexler l'avait obligée à passer un contrôle juste après la mort de son chien, en lui disant que les animaux n'avaient pas d'âme, donc aucune raison d'être triste. Un autre garçon a raconté qu'elle l'avait empêché d'appeler son père pendant une crise d'asthme parce qu'elle pensait qu'il simulait. Les témoignages s'enchaînaient et Isabella tenait scrupuleusement à jour un grand document partagé avec Amy Gordon et l'enquêtrice du district. Ce soir-là, papa est enfin rentré de son déplacement. En découvrant tous les appels et messages en absence, il s'est complètement effondré, répétant qu'il aurait dû être là,
que maman ne lui pardonnerait jamais d'avoir manqué ces derniers instants, mais je lui ai assuré que ce n'était la faute de personne et que tout avait été bien trop rapide. On s'est assis à la table de la cuisine pour passer les mails et papiers en revue. Il est resté silencieux en lisant le passage où Madame Wexler reprochait à maman d'avoir provoqué un rapport le mois précédent. Il m'a expliqué que maman avait signalé Madame Wexler parce qu'elle avait puni un élève handicapé en le laissant debout dans un coin et que le proviseur avait classé ça comme un simple malentendu. Ça expliquait pourquoi Madame Wexler avait été odieuse avec nous. Elle en voulait à notre famille. C'était pure vengeance. Le lendemain, après les cours, alors que je rejoignais ma voiture, une femme arborant un badge de la presse m'a abordé sur le parking. Elle s'est présentée, Zelda Vasquez, journaliste travaillant depuis des mois sur des enseignants abusant de leur pouvoir. Elle m'a montré un dossier rempli d'articles qu'elle avait publiés sur d'autres affaires et m'a demandé si j'accepterais de témoigner. Je lui ai répondu que j'avais besoin de réfléchir, que c'était encore trop frais et trop douloureux pour m'exposer ainsi. Elle m'a souri, m'a tendu sa carte et m'a dit qu'elle attendrait mon appel, le jour où je me sentirais prête. En regagnant l'établissement, j'ai croisé Ashley, bouleversée, sortant du bureau du proviseur. Elle m'a expliqué qu'on la menaçait d'inscrire une mention de fraude académique sur son dossier, alors qu'elle avait immédiatement reconnu avoir menti. Le proviseur soutenait que ça ne changeait rien, qu'elle avait tout de même perturbé un examen national et lancé de fausses accusations de piratage. J'avais la gorge nouée à l'idée qu'Ashley paie le prix fort, alors que tout ce qu'elle avait voulu, c'était m'aider à voir maman une dernière fois. Le soir, à la maison, mon téléphone a sonné. C'était Linder Washington au sujet d'Anthony. L'école l'avait contacté à propos du départ d'Anthony pendant l'examen et voulait désormais qualifier son absence d'injustifiée sur son dossier scolaire. Linder voulait me rassurer, mais je sentais bien son inquiétude et la crainte que cela nuise à la situation d'Anthony en famille d'accueil. Maman s'était tellement battue pour qu'il ait enfin un foyer stable, et maintenant tout semblait remis en cause simplement parce qu'il avait voulu me protéger. Le matin suivant, on a reçu un colis du service de soins palliatifs contenant tous les relevés d'appel et les notes de l'infirmière du jour en question. Tout y était, minute par minute, avec le détail de chaque appel et son niveau d'urgence. J'ai passé un long moment à tout photocopier pendant qu'Isabella scannait les papiers et sauvegardait tout, par précaution, sur 3 disques durs. Plus tard, l'agent web est venu me voir pour vérifier avec moi les images de vidéosurveillance du lycée dans le bureau principal. On a repassé les images du matin en question et on voit clairement Madame Wexler taper sur le clavier du système de confinement juste après que le proviseur ait fait son annonce à l'interphone. L'horodatage prouvait qu'elle avait enclenché le dispositif exactement 17 secondes après avoir reçu pour consigne de m'envoyer d'urgence au secrétariat. Même Webb n'en menait pas large en voyant la scène. Il secouait la tête, l'air gêné, en griffonnant dans son carnet. Le lendemain, j'ai aperçu une femme en tailleur accompagner Ellie chez la psychologue. Et j'ai su par la suite qu'elle venait de l'aide sociale à l'enfance. Amy m'a confié après le repas qu'ils avaient découvert des choses graves concernant Ellie et qu'une véritable enquête était désormais lancée. Avec le recul, maman n'avait pas tort de s'inquiéter chaque fois qu'elle voyait ses bleus. Et maintenant, plus que jamais, j'aurais voulu qu'elle soit là pour épauler Ellie. 2 jours plus tard, j'ai été convoqué au bureau du district pour rencontrer Yvette Mendoza du conseil scolaire. Mais au lieu d'une vraie discussion sur ce que Madame Wexler m'avait fait subir, c'était plutôt un interrogatoire axé sur l'examen. Elle n'arrêtait pas de me demander si des portables avaient été dégainés pendant l'épreuve et si les sujets étaient restés sécurisés, si quelqu'un aurait pu prendre des photos des questions ou transmettre les réponses au milieu de tout ce tohu-bohu. Assis là, j'ai pris conscience que, pour le district, les statistiques comptaient bien plus que le fait qu'un gamin n'ait même pas pu dire adieu à sa mère mourante. J'ai sorti mon Apple Watch pour montrer à Mendoza les relevés du matin. Là, soudainement, elle a commencé à m'écouter. La montre avait tout enregistré, les alertes du moniteur cardiaque de maman pendant cette demi-heure. On voyait son rythme cardiaque dégringoler, minute après minute, alors que j'étais toujours coincée dans cette fichue salle. Me servir du dernier battement de cœur de maman comme preuve, franchement, ça m'a retourné. Mais je l'ai fait quand même. Mendoza est restée de marbre en prenant des photos de l'écran, impassible, comme si elle épluchait un fichier Excel au lieu de voir les dernières minutes de vie de ma mère. Le lendemain matin, Isabella avait carrément organisé un sit-in devant la salle vide de Madame Wexler, juste avant le début des cours. Je ne sais pas comment elle avait fait pour mobiliser tout ce monde, alors que chacun avait déjà ses propres problèmes à gérer. Elle coordonnait tout sur Google Doc, aidait les autres à déposer plainte tout en lançant la mobilisation. Elle avait un sens de l'organisation bluffant pour son âge. Environ 40 élèves se sont installés en silence dans le couloir, pancartes à la main, « Laissez-nous dire au revoir » ou « L'humain avant les résultats ». Le proviseur adjoint est sorti pour menacer d'exclusion. Personne n'a bougé.
On est resté assis jusqu'à ce que la première sonnerie retentisse, puis on a quitté les lieux en silence, direction les cours. Ce même après-midi, Bennett Mason du syndicat des enseignants sortait un communiqué dans la presse locale défendant le droit de Madame Wexler à une procédure juste. Il appelait à ne pas juger trop vite et rappelait qu'on ne devait pas reprocher aux enseignants de garantir la sécurité des examens quand ils appliquent le règlement. À la lecture de ce texte, j'ai compris que, quoi qu'elle ait fait, elle aurait toujours les syndicats prêts à la défendre coûte que coûte. Tout était conçu pour protéger les profs comme elle, jamais les élèves dans ma situation, et cette injustice m'a laissé plus abattu que jamais. Le soir venu, j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour aller à la réunion du conseil d'école, alors que j'aurais préféré rester sous la couette. La salle était pleine à craquer de parents et d'enseignants. J'ai écrit mon nom sur la liste pour prendre la parole, la main tremblante. Quand on m'a appelé, j'ai avancé jusqu'à la tribune, et j'ai vu les 5 membres du conseil. Certains griffonnaient, d'autres pianotaient sur leur portable, manifestement absorbés par tout sauf ce que j'allais dire. J'ai commencé mon récit. Ma voix partait un mot sur 2, mais j'ai tenu bon. J'ai raconté l'appel de l'hospice, la porte fermée à clé, maman mourant pendant que j'étais prisonnier de cette salle. L'un griffonnait des gribouillis, un autre concentré sur l'horloge. À la moitié, le sol s'est mis à tanguer. Ma poitrine s'est bloquée. Je n'arrivais plus à respirer. Une crise d'angoisse, d'un coup. J'ai agrippé la tribune comme j'ai pu, et là, Amy Gordon s'est levée du public, m'a rejoint et m'a guidé dans les exercices de respiration que maman avait appris à Maya sous les yeux de l'assemblée. 4 secondes d'inspiration, 4 d'expiration, et peu à peu, je retrouvais mes moyens. J'ai pu terminer mon intervention en larmes, la voix toute cassée. Les membres du conseil m'ont juste remercié pour mon temps et appelé l'intervenant suivant, comme si j'avais raconté ce que j'avais mangé la veille. Au réveil, le lendemain, mon téléphone était saturé de notifications. Zelda Vasquez avait balancé un article sur toute l'affaire, qui tournait déjà partout sur Internet et dans le journal local. Les commentaires étaient devenus un champ de bataille. Certains nous traitaient de gamins gâtés sans aucune reconnaissance pour les enseignants, d'autres racontaient leurs propres galères avec Madame Wexler. Isabella faisait des captures d'écran des pires messages. Un dossier preuve, disait-elle. Certains parents estimaient qu'on aurait juste dû respecter les règles. D'autres trouvaient inadmissible qu'on m'ait infligé ça. En quelques heures, ça a pris une telle ampleur que le journal a dû désactiver les commentaires sous l'article. J'ai reçu un mail du jury d'examen pour me proposer une session de rattrapage. Seule date disponible, le jour de l'enterrement de maman, dans 3 jours. J'ai répondu en expliquant le problème. Ils ont suggéré de repousser au mois suivant, mais ça risquait de mettre en péril mes dossiers d'université. Quel que soit mon choix, j'avais l'impression d'être puni de juste avoir voulu dire au revoir à ma mère. La mère d'Isabella a appris que je gérais tout l'enterrement seule et a lancé une cagnotte GoFundMe sans même me demander, racontant combien maman avait été là pour les familles du coin et qu'aujourd'hui c'était à leur tour de m'aider. En 6 heures à peine, plus de 8 000 € avaient été collectés, surtout grâce à des familles que maman avait soutenues gratuitement ou dont elle avait nourri les enfants parce que les parents n'avaient pas les moyens. J'étais touché, évidemment, mais j'avais aussi la sensation d'être devenu un cas social. Je détestais l'idée que tout le monde sache que je n'avais même pas de quoi payer l'enterrement de ma mère. Ashley, enfin, a envoyé une déclaration officielle au rectorat pour dire qu'elle avait menti à propos du soi-disant piratage de l'ordinateur de Madame Wexler. Elle a joint des captures de ses véritables notes pour prouver qu'elle n'avait jamais eu besoin de tricher, puis elle a expliqué qu'elle avait tout inventé dans l'unique but de détourner l'attention et me permettre de m'échapper. Ses parents, furieux qu'elle se soit mêlée de cette affaire, l'ont privée de sortie pendant 1 mois et lui ont retiré sa voiture. De mon côté, j'ai reçu une lettre de l'agent web m'annonçant que je devais payer 200 € pour la vitre cassée ou alors accomplir 20 heures de travaux d'intérêt général. Savoir que j'étais sanctionné pour avoir brisé une fenêtre dans l'espoir de voir ma mère mourante m'a mis dans une colère noire, au point de jeter la lettre à travers la pièce. La mère d'Isabella m'a assuré qu'elle m'aiderait à contester, mais je n'avais plus la moindre énergie pour réagir. Ce soir-là, en fouillant dans les affaires de maman, je suis tombé sur un vieux message vocal datant de 2 semaines que je n'avais jamais effacé. Elle me rappelait un rendez-vous chez le dentiste et tout à la fin lançait un « je t'aime » sur ce ton détaché propre aux mamans qui ignorent que c'est peut-être la dernière fois. J'ai réécouté ce message en boucle jusqu'à le connaître par cœur, puis je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents sur mon téléphone et sur le cloud, 2 fois, pour être sûr de ne jamais le perdre. Le proviseur a envoyé ce soir-là un mail à tous les parents, cherchant à étouffer l'affaire. D'après lui, l'incident s'expliquerait par un problème technique de l'interphone, Madame Wexler n'ayant pas entendu l'annonce à cause d'interférences.
Le mensonge était tellement grossier que même les parents les plus distants se sont mis à poser des questions sur la page Facebook du collège. Ils voulaient comprendre pourquoi la porte était verrouillée et pourquoi plusieurs appels étaient restés sans réponse si tout cela n'était qu'une histoire d'interphone défaillant. 6 jours après la mort de maman, l'académie a finalement annoncé que Madame Wexler était suspendue avec maintien de salaire le temps de l'enquête. Pendant que cette femme continuait à toucher l'intégralité de sa paye, je devais moi choisir le cercueil le plus abordable et tenter d'écrire un discours d'adieu. Le jour où j'ai lu le communiqué dans le couloir, Isabella a dû me retenir physiquement, tant j'étais proche de frapper dans le mur. Les autres élèves étaient tout aussi révoltés, et on est restés tous là, silencieux dans le couloir, parce qu'aucun mot n'aurait pu apaiser notre douleur. 2 jours plus tard, j'ai reçu sur mon téléphone un mail d'une adresse inconnue, avec en pièce jointe un PDF listant 3 plaintes différentes contre Madame Wexler déposées au cours des 5 dernières années. J'y ai découvert des récits proprement révoltants. Une fois où elle avait enfermé en classe un élève diabétique en pleine crise, une autre où elle avait refusé qu'une élève contacte sa mère juste avant une opération. À chaque fois, même issue, plainte classée sans suite faute de preuves, ou envoi en formation pour Madame Wexler, ce qui n'avait visiblement rien changé. J'étais là, figé devant l'écran, écœuré à l'idée d'avoir perdu ma mère pour rien, alors que cela faisait des années que cette femme agissait de la sorte. Le lendemain matin, Amy Gordon est venue frapper à ma porte, un dossier sous le bras et l'air un peu mal à l'aise. Elle travaillait pour la protection de l'enfance et m'expliqua qu'elle avait besoin de mon aide concernant le dossier d'Ellie, car maman lui avait fait part de ses inquiétudes. Ellie venait d'être placée en famille d'accueil d'urgence après que tout ait éclaté à propos de chez elle. Amy souhaitait que je mette par écrit tout ce que maman avait confié sur Ellie, chaque fois où elle l'avait aidée ou remarqué ses bleus. J'ai passé 3 heures à tout détailler. Les déjeuners que maman préparait en plus pour Ellie qui ne mangeait pas chez elle, les exercices de respiration qu'elle lui avait appris pour ses crises d'angoisse. À force d'écrire, j'ai réalisé à quel point maman multipliait les gestes discrets pour aider les enfants en difficulté. Cet après-midi-là, toute notre classe s'est retrouvée à la maison de quartier où nous attendait une vieille dame, notaire, assise derrière une pile de formulaires. On devait chacun rédiger une attestation décrivant ce qu'on avait vu ce jour-là en classe. Anthony, assis à l'écart, noircissait des pages entières pour raconter que maman était la seule adulte à se souvenir de son anniversaire et à lui rappeler qu'il existait. Son écriture tremblait tant il pleurait, obligé de s'arrêter toutes les 2 minutes. Maya a parlé de la rééducation qu'elle recevait gratuitement de la part de maman, tous les jours après l'école. Même des élèves que je connaissais à peine avaient 1000 anecdotes sur maman qui les aidait à faire leurs devoirs, ou les raccompagnait chez eux quand leurs parents avaient oublié de venir les chercher. La notaire devait régulièrement interrompre la séance, émue aux larmes par tous ces témoignages d'ados sur celles qui avaient changé leur vie. À la fin, on avait réuni 43 attestations sous serment sur les agissements de Mademoiselle Wexler et la vraie nature de ma mère. Pendant ce temps, Zelda Vasquez, une journaliste qui suivait l'affaire, avait fait une demande d'accès aux archives pour récupérer tous les documents de cette journée-là. Elle voulait obtenir les enregistrements de l'interphone pour vérifier si le principal m'avait effectivement appelé et consulter l'historique du thermostat afin de déterminer quand le mode abri avait été activé. Elle m'a expliqué que ce genre de requête prenait généralement des semaines, voire des mois, mais qu'il arrivait parfois qu'on tombe sur la preuve qui fait basculer toute l'enquête. J'ai très vite compris que la justice avançait à une allure bien plus lente que le deuil. Le service facturation de l'hospice m'a convoqué pour discuter des dernières factures de maman et je me suis retrouvé dans un minuscule bureau noyé sous les papiers et les chiffres à donner le tournis. Le montant dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, et face à la réalité, j'ai compris que j'avais 18 ans et aucune idée de comment faire face à tout ça. En me voyant paniquer, la conseillère m'a aidé à monter des dossiers d'aide et à établir un échéancier. Elle m'a expliqué la marche à suivre pour réclamer les remboursements à la mutuelle de maman, qui ne couvrait presque rien, puis m'a accompagné pour organiser les paiements du reste. Je suis sorti du bureau complètement submergé par toutes ses responsabilités d'adulte, alors que Mademoiselle Wexler devait être tranquillement installée chez elle devant la télévision. Le lendemain, Leander Washington, l'un des familles d'accueil avec qui maman travaillait, est passé à la maison avec Anthony et on a passé l'après-midi à feuilleter une boîte remplie de photos des gâteaux d'anniversaire que maman avait préparés au fil des ans pour tous les enfants placés. Anthony avait retrouvé la photo de son gâteau de l'an dernier, une vraie œuvre d'art sur le thème des super-héros, son prénom inscrit en lettres de glaçage. Franchement, Mademoiselle Wexler payait à rester chez elle pendant que ce gamin n'a droit qu'à des cercueils discount.
J'ai comme l'impression que le rectorat était au courant depuis le début pour les plaintes, mais qu'ils ont préféré tout passer sous silence tant que ça ne faisait pas trop de vagues. Anthony serrait la photo contre lui comme un trésor et répétait que c'était le tout premier vrai gâteau d'anniversaire préparé rien que pour lui. Linder nous rappelait que maman avait cuisiné des gâteaux pour 37 enfants placés sur 10 ans sans jamais rien demander à personne. On s'est tous mis à pleurer d'un coup, et pour une fois, on avait le sentiment de partager le manque de quelqu'un qu'on avait aimé plus que tout. Puis les parents d'Ashley ont débarqué au collège, avec un avocat connu sous le bras, pour exiger un rendez-vous avec la direction. Ils menaçaient carrément de porter plainte contre le rectorat, sous prétexte que leur fille avait été poussée à mentir et à détourner l'attention, rien que pour que je puisse voir maman à l'hôpital. Le principal m'a même appelé dans l'après-midi pour me demander de parler avec les parents d'Ashley et leur faire changer d'avis sur la plainte, comme si j'avais le moindre pouvoir sur cette histoire. Je lui ai raccroché au nez sans un mot, parce que franchement, comment peut-on imaginer que je vais réparer son bourbier? Au bout d'une semaine d'enquête, le rectorat annonce brusquement que l'investigation va s'étendre à la gestion de l'appel à l'hospice par le principal. Yvette Mendoza n'était pas ravie quand elle m'a expliqué que le dossier s'empilait et devenait bien plus compliqué. Elle me bassinait avec ses protocoles et procédures, alors que moi, j'avais juste envie de hurler que maman était morte et qu'il n'y avait rien au monde qui la ramènerait. Toutes ces petites victoires dont on me parlait, ça n'y ressemblait pas vraiment quand je retrouvais la maison vide, soir après soir. Isabella, fatiguée du ton de Mendoza, l'a interpellée devant le rectorat en la filmant avec son téléphone, lui demandant sans détour pourquoi on donnait plus d'importance au règlement des examens qu'aux vraies conséquences humaines. Mendoza a d'abord tenté d'esquiver, mais Isabella l'a poussée jusqu'à ce qu'elle finisse par avouer que l'essentiel, selon eux, c'était bien les irrégularités autour des examens officiels et le respect scrupuleux des procédures. Ce soir-là, on a mis la vidéo en ligne, et en quelques heures, elle faisait déjà le tour des réseaux, avec des milliers de commentaires dénonçant l'incompétence totale du rectorat. Le lendemain matin, quelqu'un a glissé une enveloppe sous ma porte, sans aucun nom. À l'intérieur, il y avait la notice technique du thermostat de la classe, avec les pages sur le mode « Abri d'urgence » surlignées, les instructions précisant qu'un code d'activation à 5 chiffres était indispensable, ce qui prouvait bien que Mademoiselle Wexler nous avait enfermés de façon délibérée, contrairement à tout ce qu'elle avait pu raconter. Les preuves s'empilaient, jour après jour, personne ne réagissait, pendant que Mademoiselle Wexler continuait de toucher son chèque et que moi je me demandais comment j'allais payer les funérailles. 2 jours plus tard, le rectorat m'envoie une grosse enveloppe. C'était enfin les documents que Zelda réclamait depuis des semaines. Sauf que, là où aurait dû figurer la note du principal, il n'y avait que des pages vierges, avec les absences précises entre 10h47 et 10h52. Zelda est venue chez moi le soir même, elle a éparpillé tous ses papiers sur la table, soulignant les passages manquants et m'expliquant que l'effacement de ces minutes ne pouvait pas être accidentel. Forcément, quelqu'un avait voulu masquer ces instants-là dans le dossier officiel. Elle a tout photocopié, ajouté au dossier qu'on préparait, même si j'avais ce sentiment amer qu'on rassemblait les pièces d'un crime dont personne ne voulait entendre parler. 2 semaines après la mort de maman, il y a eu la réunion préparatoire. On s'est retrouvés entassés dans la salle de réunion du district où un avocat en costume gris annonçait que nos témoignages d'élèves seraient limités aux faits observés, sans témoignage sur l'impact émotionnel. La mère d'Isabella a tout de suite protesté, disant qu'on voulait gommer la souffrance humaine derrière ce qui s'était passé, mais l'avocat répétait la même rengaine sur le respect des standards professionnels et l'exclusion de toute déclaration à charge. Anthony, lui, restait là, serrant les poings, tandis que les parents de Maya prenaient des notes et que l'avocat d'Ashley chuchotait quelque chose à son père, prêt à exploser. On nous a distribué ces fiches pour accepter les restrictions du témoignage. Et j'ai vu tout le monde signer à contre-cœur, sachant qu'on n'avait de toute façon aucun choix si on voulait espérer se faire entendre. 3 jours plus tard, Amy m'a appelé pour me dire qu'Ellie avait été placée à titre provisoire en centre d'accueil après l'échec de son accueil en famille, et elle ajoutait que c'était sûrement plus sûr, mais sa voix s'est brisée sur ce mot et on sentait bien que ça voulait tout dire. J'ai rendu visite à Ellie et je l'ai trouvée assise dans une salle commune impersonnelle, meublée de plastique, des caméras partout, et elle paraissait toute petite, comme si le système était en train de l'éteindre peu à peu. Elle m'a dit tout bas que maman aurait été bouleversée de la voir, elle aussi, tombée dans les interstices, et je n'ai rien su répondre, parce que maman s'était battue justement pour offrir un peu de stabilité aux gamins comme Ellie. Le lendemain, j'ai reçu les papiers pour les travaux d'intérêt général. On me demandait d'attester par ma signature des 20 heures de travail non rémunérées à l'école à cause de la vitre que j'avais brisée en voulant sauver maman.
L'agent web est venu surveiller la signature et au moins, il avait l'air mal à l'aise pendant que j'écrivais mon nom, acceptant d'offrir mon temps gratuitement à l'endroit même qui avait tué ma mère. Il a marmonné quelque chose à propos du protocole, mais on savait l'un comme l'autre que c'était juste le système qui se protégeait, en me faisant porter le chapeau à la place des véritables responsables. Les obsèques de maman ont eu lieu 4 jours plus tard, dans la petite chapelle qu'elle adorait. On n'avait pas grand-chose, mais toute la classe était venue, remplissant tous les bancs, et même debout, serrés le long des murs. Anthony avait écrit un poème sur les gâteaux d'anniversaire et sur les secondes chances, qu'il a lu la voix tremblante, tandis que Maya, malgré son bégaiement qui empirait à chaque refrain, a réussi à chanter la chanson préférée de maman. Même des élèves qui ne la connaissaient quasiment pas étaient venus lui rendre hommage, et j'ai reconnu quelques visages croisés dans les couloirs, ceux qui ne m'avaient jamais adressé la parole, mais qui, d'une certaine manière, ressentaient l'importance de maman pour notre école. Mademoiselle Wexler n'a pas osé se montrer, et c'était franchement préférable, car Isabella semblait prête à en découdre avec quiconque aurait tenté de justifier ce qui s'était passé ce jour-là. Une semaine après les obsèques, j'ai reçu la lettre du jury d'examen qui m'accordait une dispense partielle et m'a permis d'obtenir mon diplôme sans passer l'épreuve d'espagnol, en échange de la mention non validée, inscrite à jamais sur mon dossier. Il faisait mine de se montrer compréhensif, mais en réalité, cette mention suffisait à fermer la porte de certaines universités et à me coller une tâche indélébile. Encore un rêve que maman n'aurait jamais l'occasion de voir se réaliser. Tout ça parce qu'une prof avait choisi de faire passer son autorité avant les derniers instants d'une mère avec son fils. L'audience du district s'est finalement tenue 3 semaines après la mort de maman, dans une salle immense aux murs lambrissés, avec une longue table où 5 membres du conseil siégeaient comme des juges. Ils ont commencé par étaler leurs preuves. Rapports imprimés, manuels à rallonge et diaporamas PowerPoint sur la réaction à avoir en cas d'urgence, tandis que nous, on tentait seulement de raconter ce qui s'était vraiment passé. Mendoza ne parlait que de règlements, de précédents, de responsabilités, alors que nous, on essayait d'évoquer un peu d'humanité et de bon sens. Mais on sentait bien à quel point le fossé était énorme entre ceux qui ne voyaient que des règles et ceux qui voyaient la douleur. Le directeur s'est contenté d'affirmer qu'il avait suivi la procédure à la lettre, et les membres du conseil opinaient gravement, comme si cela effaçait le fait qu'il avait menti sur l'état de maman juste pour m'empêcher de sortir. Quand ils ont finalement rendu leur décision 1 semaine plus tard, le directeur a écopé d'un simple blâme officiel et d'une formation de 40 heures à la gestion de crise, tout en gardant son poste, son salaire et sa retraite. La lettre envoyée par le district parlait de solutions trouvées, d'opportunités d'apprentissage, de procédures améliorées, mais tout le monde savait que le système venait simplement de protéger l'un des leurs. Quant à Madame Wexler, elle a été déplacée dans un bureau administratif le temps d'une soi-disant formation de remédiation. En clair, elle continuait d'être payée à faire de la paperasse, sans avoir à affronter la moindre vraie conséquence. Les autres élèves me dévisageaient, attendant une explosion, de la colère ou des cris, mais à vrai dire, moi, je ne ressentais qu'un immense vide, sachant très bien qu'on la reverrait devant des élèves d'ici 1 an ou 2, guère plus. Les parents d'Ashley, eux, ont sorti l'artillerie lourde et engagé un avocat hors de prix qui a réussi à transformer son expulsion en un simple avertissement académique, alors qu'au final, elle avait simplement voulu me sauver la vie en créant une diversion. Elle a été obligée d'écrire une dissertation de 10 pages sur l'intégrité scolaire, elle me l'a montré plus tard. Et la dernière phrase disait « Je recommencerai sans hésiter, peu importe leurs menaces ». 3 semaines après, le conseil d'administration du lycée s'est retrouvé dans le gymnase. Et je me suis installé tout au fond pour les voir voter de nouvelles règles de sécurité. Ils ont choisi d'appeler ça le protocole Henderson, du nom d'un proviseur des années 80, alors qu'en vrai, c'est maman qui avait permis que, désormais, des élèves puissent sortir vivants en cas d'urgence. Les membres du conseil faisaient mine d'écouter, mais passaient surtout leur temps à pianoter sur leur téléphone et à manipuler leurs papiers en parlant de boutons d'alerte et de clés de secours, comme s'ils avaient inventé l'eau tiède. J'avais les mains qui tremblaient, mais je les ai gardées posées bien à plat sur mes jambes. 2 jours après, Amy est passée chez moi et m'a dit qu'on devait aller rendre visite à Ellie, qui se trouvait dans un foyer de l'autre côté de la ville. En passant le portique d'entrée, une odeur tenace de produits ménagers et de vieille nourriture planait partout. Ellie était là, assise dans la salle commune sur des chaises en plastique, devant une télé qui diffusait des dessins animés que personne ne regardait vraiment. Elle paraissait toujours aussi fragile, mais ses bleus avaient disparu, et cette fois, elle m'a adressé un vrai sourire. Elle m'a raconté que maman lui apportait souvent des sandwichs après l'école, quand son père avait, encore une fois, oublié de remplir le frigo. Pour elle, ce foyer, au moins, c'était mieux, parce que personne ne la frappait ici, et qu'elle avait droit à 3 repas par jour. On savait bien, elle et moi, qu'on s'était promis de rester en contact, mais en réalité, on n'allait pas le faire,
parce que c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Le lendemain, l'article de Zelda est paru sur 3 sites différents et mon téléphone s'est mis à vibrer sans s'arrêter à cause des notifications. Des inconnus m'insultaient, me traitant de fille pourrie gâtée qui aurait traumatisé une pauvre enseignante faisant simplement son métier. L'un d'eux a retrouvé mon compte Instagram et publié des captures de moi en train de sourire à une fête, 2 semaines après la mort de maman, comme si être en deuil voulait dire qu'on n'avait plus le droit de sourire. Isabella est venue passer l'après-midi chez moi et on a passé 4 heures à bloquer des comptes et à signaler les menaces. Mais tout allait trop vite, on n'arrivait à rien endiguer. Franchement, ce choix de nom, protocole Henderson, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Pourquoi nommer ces règles d'après un proviseur oublié, alors que la seule raison de ces mesures, c'est la disparition de maman? À la fin, elle m'a demandé d'éteindre mon téléphone, et on s'est contenté de regarder des films bêtes jusqu'à ce que j'arrive à respirer normalement. Ce week-end-là, toute notre classe s'est retrouvée sur le parking avec l'argent collecté dans une boîte à chaussures. Anthony avait lavé des voitures, Maya avait revendu ses cartes Pokémon, et même les plus indifférents avaient glissé un billet de 20 donné par leurs parents. On a compté 800 $, de quoi régler la fenêtre cassée, la peinture et le matériel pour refaire la vieille salle de Miss Wexler. Personne ne disait grand-chose pendant qu'on travaillait, mais tout le monde était là, pinceau, rouleau et bâche en main. On a repeint les murs d'un bleu apaisant, réparé les bureaux abîmés et retiré des années de poussière des fenêtres. La mère de l'un d'entre nous avait apporté des sandwichs, mais honnêtement, la plupart étions bien trop lessivés pour avoir envie de manger quoi que ce soit. 5 semaines après le décès de ma mère, j'ai enfin poussé la porte du cabinet de la thérapeute, où Amy ne cessait de m'envoyer depuis un certain temps. La salle d'attente était remplie de plantes en plastique, de vieux magazines complètement dépassés et de questionnaires absurdes qui me demandaient d'évaluer ma tristesse sur une échelle de 1 à 10. J'avais envie de rire, ou de partir en courant. Comment mettre une note chiffrée sur le fait d'avoir vu sa propre mère mourir, enfermée dans une pièce sous la surveillance d'un prof? Le psy, un homme assez réservé, ne cherchait pas à tout résoudre dès le début. Ce qui me convenait parfaitement puisque j'ai passé l'essentiel du rendez-vous à fixer ces innombrables diplômes accrochés au mur. La semaine suivante, c'est ma conseillère d'orientation qui m'a convoqué pour étaler devant moi toute une pile de dossiers de candidature. Elle m'a expliqué que mon examen d'espagnol inachevé risquait de faire baisser ma moyenne et de me coûter la bourse d'État sur laquelle je comptais tant. On a passé une éternité à éplucher toutes les aides possibles pour les élèves ayant perdu un parent et à remplir des formulaires qui demandaient combien d'argent maman m'avait laissé. Autrement dit, pas grand-chose. Elle répétait que les études étaient la clé de l'avenir, exactement comme maman me le disait, et j'avais envie de la supplier d'arrêter, mais je n'ai rien dit. 6 semaines plus tard, je me retrouvais allongé dans mon lit, à 2 heures du matin, à rejouer cette dernière scène encore et encore dans ma tête. La bouche de maman essayant de dire « tu » sans qu'aucun son ne sorte, mais ses yeux disaient de bien plus que les mots qu'elle n'arrivait plus à prononcer. J'ai fini par comprendre que les mots n'avaient pas toujours besoin d'être prononcés pour être sincères, parce que l'amour n'a pas forcément besoin d'être mis en forme pour exister. J'ai senti tout ce qu'elle voulait me transmettre, à la façon dont elle m'a serré la main et m'a regardé, avec cette intensité qui me faisait comprendre que j'étais tout pour elle. Le lendemain matin, notre classe est retournée tôt à l'école pour fixer une petite plaque en métal près de la fenêtre que j'avais brisée. On y avait simplement gravé « Chaque minute compte », parce que la direction avait refusé qu'on y mette le nom de maman, même si tout le monde savait très bien ce que cela signifiait. Anthony l'a fixée sur le mur de briques, Maya la tenait droite pendant qu'Isabella prenait des photos pour ceux qui n'avaient pas pu venir. Le proviseur est passé. Il a tiré une drôle de tête mais n'a rien dit. À ce moment-là, que voulait-il faire de plus? J'ai appris plus tard que Miss Wexler passait devant la plaque chaque matin en allant à son nouveau poste au collège Jefferson, de l'autre côté du quartier, et j'espérais chaque fois qu'elle pensait à maman. Merci de m'avoir permis de remettre les choses en question avec vous. J'espère que mes doutes vous auront, d'une façon ou d'une autre, été utiles. À très vite, et regardez la vidéo, ça aide plus qu'on ne le croit.